Bienvenue à tous dans ce deuxième épisode de Histoire de tracé. Aujourd'hui on va évoquer les risques du parcours, les dangers du parcours, qu'est-ce qu'on risque quand on pratique ce sport, quelles sont les blessures qui sont possibles d'avoir en faisant ça, les a priori aussi des gens sur ce sport puisque c'est vu quand même comme un sport extrêmement dangereux et on va voir que pas tant que ça. En tout cas c'est parti. Comme je l'ai dit précédemment, les blessures dans le parcours sont vues comme beaucoup plus fréquentes qu'elles ne le sont réellement par les gens ne pratiquant pas la discipline. Et il y a une étude qui nous démontre ça de l'université de Wanky et Hall, voilà, c'est écrit comme ça, en 2013, qui a été faite via des questionnaires et qui montre qu'il y a en moyenne que 5,5 blessures graves sur 1000 heures d'entraînement. 1000 heures d'entraînement, c'est vraiment énorme, ça représente à peu près 2 ans de parcours à 8 heures par semaine. Sachant que 70% de ces blessures sont des abrasions de la peau. Ce ne sont pas des fractures ou des traumatismes crâniens, voilà, c'est juste des abrasions de la peau pour 70% d'entre elles. Alors dans les médias, on voit surtout la partie du parcours qui est faite sur les toits, puisque c'est très impressionnant. On s'imaginerait pas faire la même chose, mais en fait je trouve que ces vidéos-là, ça reflète pas du tout la préparation et l'entraînement des traceurs qui les réalisent, tout simplement parce que c'est des petits clips, voilà, ça dure 5 secondes, mais en réalité il y a énormément de préparation. Je pense notamment à Max Cave qui fait du parcours depuis 15 ans ou 16 ans, enfin voilà, et il fait des sauts aujourd'hui qui sont complètement incroyables et on pourrait se dire mais il est au bord de la mort, mais en fait pas du tout. Il y a vraiment une énorme préparation au sol, il y a eu des dizaines de milliers d'essais et il est arrivé à un point où il est suffisamment à l'aise avec les hauteurs pour pas être déséquilibré au moment d'un saut ou ce genre de problème, enfin ça n'arrivera pas. Donc évidemment il y a un énorme écart en fait entre un athlète entraîné et le commun des mortels et les gens n'arrivent pas vraiment à percevoir cet écart là et ont l'impression que au final on est tous un peu pareils et que c'est des inconscients. Mais la préparation peut faire une différence considérable à ce niveau-là. À faire des sauts comportant d'importants risques, une technique souvent utilisée par nous dans le parcours et par plein de traceurs en général, c'est de mesurer en nombre de pas. Voilà, donc en fonction de notre pointure, on sait à peu près, en l'ayant fait au sol avant, combien de sauts en longueur on sait faire, standing et avec élan. Donc moi par exemple c'est 14,5 pas de ma pointure, de ma chaussure habituelle, et donc sur un saut où il y aurait éventuellement un grand risque et qu'on pourrait percevoir plus grand qu'il ne l'est réellement ou plus petit qu'il ne l'est réellement, je peux le mesurer et avoir la taille réalistique vis-à-vis de mes capacités. Là on a un défi genre stratosphérique sa mère, 14 pieds, voilà, c'est ça. Jusque là-bas. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle en partie les preps ou les préparations, et c'est tout simplement le fait de préparer un saut qu'on veut faire dans une manière plus sécurisée ou plus petite. Donc par exemple pour Manpower, Alexis avait fait ce qu'on appelle des preps à la Villette. Il avait mesuré la hauteur des structures des folies à la Villette et il avait regardé un petit peu ses capacités en fonction de Manpower et il en avait déduit qu'il était capable, ce qui lui a permis de le faire sans encombre. Donc ça c'est aussi une partie de ce que je disais tout à l'heure. On ne voit pas du tout ces préparations là dans les médias et on se dit il le fait un peu au hasard. Non, il savait déjà quelle taille de saut il pouvait faire, il s'était déjà habitué au vide et il n'y avait pas de risque réellement qu'il ne fasse pas la distance. Ah oui, aussi ce que j'ai oublié de préciser dans la vidéo, c'est qu'une très bonne manière pour se sécuriser et faire attention quand on fait du parcours, c'est tout simplement de s'échauffer avant les sessions pour préparer son corps à prendre des sauts et tout ça, et ça peut vraiment aider, surtout au niveau des claquages ou des choses comme ça, et aussi de s'étirer après les sessions pour éviter les courbatures. Ça peut faire une grosse différence au niveau de la forme physique après plusieurs semaines d'entraînement d'affilée. Alexis aussi s'était blessé une fois et ensuite pour les sessions d'après il s'était beaucoup plus échauffé et ça a fait une différence majeure dans ses capacités physiques et dans tout simplement son confort au début des sessions. Alors bien évidemment, quand je dis tout ça, on a l'impression qu'il n'y a aucun risque, mais en réalité, il n'y a jamais de risque zéro, ça fait partie du sport. Et c'est aussi pour ça qu'on appelle ça un sport extrême. Il y a aussi le savoir-faire de salto, quand quelqu'un sait faire un salto, qui peut l'aider à se rattraper en l'air pendant un fail par exemple, s'il contrôle plutôt bien son corps dans l'air et qu'il a fait des saltos toute sa vie. Il y a des moments où pendant un fail, ça peut être très utile de savoir où on est et comment se rattraper. Ça s'appelle Air Awareness en anglais, et ça veut tout simplement dire la conscience et le contrôle de son corps une fois projeté dans les airs. Alors dans le freerun aussi, évidemment, il y a des risques, notamment avec les saltos. Et une blessure que beaucoup de freerunners connaissent s'appelle la nuque. C'est tout simplement le raccourci de tomber sur la nuque. Et ça arrive souvent quand on fait la moitié d'un salto en fait et qu'on n'arrive pas à le finir, on tombe sur la nuque. Et ça fait plutôt mal à vrai dire. Heureusement sur la chute de Léandre, c'était un bac à mousse. C'est aussi pour ça qu'il faut mieux apprendre les saltos en salle sur des bacs à mousse et des matelas
puisque ce genre de blessure dehors, ça peut faire très très mal et mener à la tétraplégie, ce qui n'est pas très fun. Il y a aussi des styles de parcours qui évitent un petit peu tous ces risques-là, enfin qui sont un peu moins sur les hauteurs ou dans les saltos. Par exemple, le monkey parcours, qui est un petit peu une variante du flow, mais plus rebondissante, qui a été un peu inauguré par la Team Fat. Voici un extrait. Et donc voilà, en fait, c'est un petit peu plein de sauts, de passements, de splats sur les murs. Et ça ne comporte pas trop de risques, à part éventuellement quelques chocs sur les tibias ou sur les genoux. Enfin, rien de grave. Aussi au niveau des articulations, on voit qu'il n'y a pas énormément de gros drops, donc ça va à ce niveau-là aussi. Alors en parcours, il y a plusieurs manières d'absorber un impact. La première manière, c'est la roulade. Et la roulade en parcours d'amortissage est beaucoup plus technique et pointue qu'on pourrait le penser, puisqu'en fait il s'agit de désaxer un petit peu la roulade et de mettre les mains pour protéger la nuque et la tête. Et en fait, l'orientation de notre corps au moment de l'impact joue un grand rôle sur le pourcentage d'amortissage au niveau de la roulade. Enfin, pourquoi on fait une roulade? Tout simplement pour disperser le choc du saut sur une plus grande distance au sol, afin que tout le choc ne soit pas pris en fait sur la surface des pieds uniquement, mais sur la surface du pied, puis du dos, puis sur une partie des épaules et de l'omoplate. Donc comme je disais précédemment, en fait l'inclinaison du sol est très importante parce qu'en fait si on arrive trop droit, un trop grand pourcentage du choc sera pris sur les jambes et pas assez dans la roulade. Donc en fait il suffit d'avoir un peu un 60-40, je dirais 60% sur la roulade et 40% sur les jambes, histoire que le choc soit réparti également sur l'entièreté de la surface du corps. Et ça permet de prendre des drops énormes. Voilà, donc du 4,5 mètres sur l'herbe, ça devrait être possible normalement avec une très très bonne roulade. La deuxième technique que j'ai pu retrouver pour amortir les chocs, c'est tout simplement de ne pas faire de roulade et d'amortir tout sur les jambes. Oh my lord! Alors un athlète qui est très fort pour cette technique, c'est Kedori, qui est un ami de Don Tomato et qui prend énormément de drops uniquement sur les jambes. Voilà, il n'aime pas trop les roulades visiblement. Mais voilà, il s'y connaît très très bien, il a fait plein de drops dans sa vie, il a des jambes très musclées, il a une technique bien à lui pour amortir les chocs. Et contrairement à ce que pourrait penser Léandre, je pense qu'il n'y a pas de problème pour la longévité à partir du moment où on sait exactement ce qu'on fait et qu'on s'est bien entraîné auparavant. Alors d'après le site parcourslausanne.com, les premiers traceurs s'entraînent depuis plus de 20 ans et ont passé la quarantaine. Pourtant, ils continuent de bouger aujourd'hui. Cela permet d'écarter l'hypothèse des genoux finissant irrémédiablement en charpie, comme craignent certains. Alors lors d'un stick, la technique d'amortir un choc uniquement avec les jambes est aidée par la flexion des chevilles qui se plient au moment d'impact. C'est pour ça d'ailleurs qu'on positionne le coin du muret sur lequel on est en train d'atterrir au niveau de la boule des pieds, puisque ça crée le bon angle en réalité pour que la cheville se plie et prenne une grande partie du choc. Alors par contre, une blessure qui peut souvent arriver lors de tentatives de stick, c'est que justement on positionne en fait le muret trop loin proche de la pointe, et qu'en fait ça tire trop sur le talon d'Achille, provoquant ainsi une petite douleur qu'on appelle the ankle thing en anglais, ou le truc de la cheville, voilà. Et en gros ça fait juste un petit peu mal au talon d'Achille derrière, ça tire un petit peu dessus, ça dure quelques minutes, mais si vraiment on prend un énorme choc et qu'on positionne trop le coin au bout du pied, ça peut provoquer tout simplement la rupture du talon d'Achille, ce qui est arrivé à Joshua Burnett Blake de Storor, dont je vous ai déjà parlé dans la précédente vidéo, que vous pouvez aller voir, l'affiche est juste là. Alors aussi, ce qui peut arriver quand on essaie de stick et que le muret est même encore plus loin que la pointe du pied, c'est de complètement glisser en réalité et de se cogner les tibias. Shit? Yeah. Oh no, it is like a gash. Oh, nice. You got a little mouth. Je pense que c'est arrivé à beaucoup de vous en montant les escaliers une fois dans votre vie au moins. Voilà, vous montez, vous skippez la marche et hop, ça tape le tibia. Voilà, donc c'est à peu près tout pour aujourd'hui sur ce deuxième épisode d'Histoire de Tracé. J'espère que vous l'avez aimé. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner et à commenter des futures idées de vidéos pour ce concept si vous en avez. Qu'est-ce que vous voudriez entendre pour les prochains épisodes? Et je vous dis à la semaine prochaine.